Mama ya kana kati eti pas possible. Et tout ni nangai, moi qui a kini di bala, akikeli na mwana sana nuketeo mawa. Nakoki yeye waki, ngato no solo moke, energy ya kabo ya kete la kaye. Bamba kadaka, pagami monopole, tika bango bango. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'émission spéciale Diaspora de Congo Vision. C'est avec cette belle chanson qui est dite de Dino Vangu, chantée par Sam Mangwana, que nous ouvrons notre émission spéciale Diaspora d'aujourd'hui. Comme vous le savez, Spécial Diaspora vous offre une plateforme de dialogue et d'échange d'idées. Car à Congo Vision, nous croyons que du choc des idées jaillit la lumière dont la République démocratique du Congo a grandement besoin. Spécial Diaspora est une production et une réalisation de Congo Vision. À la présentation, votre humble serviteur Sylvestre Ngoma. Spécial Diaspora de ce samedi 18 octobre 2008 reçoit en direct de l'État de Ohio aux États-Unis Madame Sandrine Ngalula Mubenga. Madame Sandrine Ngalula Mubenga est une Congolaise qui épate le public américain par le prouesse de ses inventions dans les domaines de génie électrique. Madame Ngalula Mubenga est ingénieure en électricité dans un bureau de consultation à Toledo, à Ohio, aux États-Unis. Elle a obtenu sa licence en génie électrique à l'université de Toledo dans l'État d'Ohio en 2005. Puis en 2008, elle a satisfait au concours d'ingénieur et a été officiellement reconnue et inscrite dans l'État d'Ohio comme ingénieure interne. Madame Mubenga a fini sa maîtrise en génie électrique en 2008 et pour sa maîtrise, elle s'est concentrée sur les énergies renouvelables et a développé une station génératrice d'hydrogène alimentée par l'énergie solaire. En plus, elle a rendu une voiture électrique hybride en y ajoutant une pile à combustible. Cette voiture roule à partir de l'hydrogène généré par la station. Quel exploit titanesque! Cette belle œuvre adulée par les Américains de tous bords est d'une Congolaise ancienne de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. Signalons en passant que Sandrine Ngalula Mubenga est mariée et mère de 2 enfants, dont une fille et un garçon. Avec Madame Sandrine Ngalula Mubenga, nous allons aborder plusieurs sujets et entrer à sa filière de formation qui est l'électricité. Nous allons donc parler du choix de sa filière de formation aux États-Unis, de son intégration académique en génie électrique à l'université de Toledo, les systèmes solaires portables qu'elle a inventés, la possibilité de l'application de ces systèmes au Congo, le design d'une station génératrice avec pompe à hydrogène qu'elle a inventée, les conseils qu'elle a donnés à ses sœurs congolaises restées au pays et même des Congolaises à travers la diaspora et bien d'autres sujets. Suivez cet entretien.
de Congo Vision, bonjour. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une Congolaise qui fait la fierté de la femme congolaise aux États-Unis où elle habite et où elle a su développer une bonne notoriété dans sa filière de formation qui est le génie électrique. Elle s'appelle Sandrine Ngalula Mubenga. Nous la recevons aujourd'hui à partir de Ohio, d'où elle est basée. Madame Ngalula Mubenga, bonjour. Bonjour, Monsieur Ngoma. Vous êtes une des premières Congolaises à avoir étudié la technique dans une université américaine et à être effectivement devenue ingénieure en électricité aux États-Unis. Pouvez-vous vous présenter un peu plus à nos auditeurs? Bonjour Monsieur Ngoma. Je vous remercie d'abord pour la parole et pour cette interview. Je m'appelle Sandrine Ngalula Mubenga et en effet, j'ai accompli mes études de génie électrique dans l'État d'Ohio à l'université de Toledo. J'ai une licence en génie électrique et j'ai aussi une maîtrise. Donc vous avez un BS, Bachelor of Science en génie électrique et un Master of Science en génie électrique. Faisons un petit saut en arrière pour parler de votre histoire, de l'histoire de votre vie. À l'âge de 17 ans, vous tombez gravement malade et vous devez être opéré d'urgence. Malheureusement, l'hôpital général de Kikwit n'a pas de carburant pour démarrer les groupes électrogènes et vous opérer. Pendant 3 jours d'attente, donc, votre vie dépend du courant électrique. Est-ce que c'est cet événement qui a dicté les choix de votre filière de formation scientifique aux États-Unis? Racontez-nous donc ce qui vous a amené à l'école de l'électricité. Oui, en effet, Monsieur Ngoma, cet événement à Kikwit, à l'âge de 17 ans, m'a vraiment influencé à faire les études de génie électrique. En effet, j'ai failli mourir à cause du manque d'électricité. Et cela m'a marqué car je me suis dit que si j'ai eu la chance, par la grâce de Dieu, de survivre à cet événement, combien de gens ont péri à cause du manque d'électricité à Kikwit ou dans d'autres endroits tels que Kikwit au Congo ou ailleurs dans le monde. C'est ainsi que je me suis dit que c'est inconcevable que des gens meurent à cause du manque d'électricité au XXIe siècle. Et j'ai décidé de trouver une solution à ce problème et d'étudier le génie électrique pour qu'un jour je puisse diriger une compagnie qui fournit l'électricité dans des endroits tels que Kikwit, au Congo ou ailleurs. Je fus aussi influencée à cause de ma famille car ma mère est la 8e de la famille Kadimanzuji. Et comme vous le savez, c'est une famille qui a beaucoup de professeurs. Nous avons des écrivains. Un de mes oncles est ingénieur. Ma mère elle-même détient une maîtrise d'anthropologie de l'université de Val-la-Neuve en Belgique et elle enseignait à l'ISP. Elle a enseigné l'anthropologie. Donc vous voyez, j'ai eu la chance que dans ma famille, les études et l'intellect a toujours été promu. Et aussi, j'ai toujours été dans un environnement qui reconnaît le rôle et la contribution de la femme. Donc ces événements à Kikwit et la famille dans laquelle j'ai grandi m'ont vraiment poussé et influencé à devenir ingénieur en électricité. Cela ne doit pas avoir été simple pour certains hommes de supporter votre détermination et votre réussite dans le secteur de l'électricité, un secteur qui est fort masculin ici aux États-Unis. Comment s'est passée votre intégration académique en génie électrique à l'université de Toledo de l'État de Ohio? Comme vous le savez, au Congo, nous parlons français. L'une des langues officielles est le français. Nous n'avons pas l'anglais, ou à ce moment-là, nous n'avions pas l'anglais. Ce qui fait que la première barrière, quand je suis arrivée, ici fut l'anglais. Bien que j'ai appris l'anglais à l'école secondaire, il fallait apprendre la langue, ici à l'université de Toledo.
Ensuite, il fallait s'adapter à la culture américaine. Et par là, vous savez ce que j'entends, ce ne fut pas facile. Et il y a aussi l'adaptation au climat, qui fut un grand facteur, mais heureusement, de par l'expérience que j'ai d'avoir vécu dans plusieurs pays africains et plusieurs pays européens, et puisque j'avais eu la bénédiction d'avoir ma famille avec moi, cette adaptation s'est plutôt bien passée. Et à l'université de Toledo aussi, ça s'est très bien passé parce que, bien qu'au début, il y a eu quelques préjudices, peut-être, mais de par mon travail et ma persévérance, les gens ont connu mes valeurs, quoi, et ont respecté ce que je faisais. Donc une fois que vous êtes compétent dans votre domaine de recherche ou domaine d'études, mais vous êtes respecté, quel que soit votre sexe, quelle que soit votre couleur. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est travailler dur et prouver que vous pouvez le faire par un travail bien fait, une contribution intellectuelle. Et là, vous vous êtes distingué d'ailleurs en 2005, par exemple, vous obtenez avec distinction votre licence en génie électrique. Et cette même année, vous vous faites remarquer par l'invention que vous avez réalisée d'un système solaire portable qui procure de l'électricité à partir d'un panneau solaire. Cette technologie peut bien bénéficier à notre pays, la République démocratique du Congo. Comment vous est venue cette idée de réaliser cet exploit et quel en est le but? Oui, en effet, en 2005, j'avais conçu un système. J'ai conçu un système qui utilise un panneau solaire et qui produit 12 volts. Qui produit 12 volts stables. Et cette électricité peut être utilisée pour charger un téléphone ou bien jouer de la musique ou toute autre application. Et ce système aussi avait l'option d'utiliser soit l'énergie alternative ou l'énergie directe. Et tout était portable et bien conçu. Bon, l'idée de la conception de ce système m'est venue tout simplement en pensant au Congo. Je me suis dit, quels sont les grands problèmes que mon pays est en train d'affronter. J'ai remarqué que d'abord il y avait l'énergie, l'électricité. 2, il y avait la communication. Et par communication, j'entends la télécommunication, aussi bien que les moyens de déplacement, les routes. Et ainsi que d'autres problèmes qui continuent, quoi. Alors en créant ce système, je me suis dit, on doit fournir de l'énergie portable, et comme nous avons toujours le soleil, j'ai pensé à un système solaire. Et 2, cette énergie peut servir à faciliter la télécommunication. C'est ainsi que mon système fut d'abord développé pour charger des téléphones, des cellulaires. Donc partout où vous êtes avec votre cellulaire, vous pouvez avoir de l'électricité pour le charger et l'utiliser. Donc c'est ainsi que me vint cette idée. Et nous avons été d'ailleurs sponsorisés par une compagnie ici qui installe des systèmes solaires et pour laquelle je travaillais, Advanced Distributed Generation. Ils ont accepté de nous procurer des panneaux solaires et j'ai ainsi pu faire le système avec mon équipe. Et vos projets sont souvent, disons, assez enviés par les Américains ici. On vous voit entouré de beaucoup d'Américains qui veulent voir ce que vous avez créé. Mais est-ce que, pour revenir à votre projet de 2005, est-ce que cette technologie peut être d'application en République démocratique du Congo? Quels en sont les avantages? Oui, par cette technologie, je crois que vous parlez d'énergie solaire, n'est-ce pas? Oui. Oui, l'énergie solaire a un très grand potentiel au Congo, un potentiel immense. Au Congo, nous avons ce qu'on appelle une insolation moyenne annuelle d'à peu près 4,93 kWh par mètre carré par jour. Ce qui veut dire, en termes plus simples, que le soleil au Congo a le potentiel de fournir presque 5 kW d'énergie par heure sur un mètre carré. C'est-à-dire que si nous avons
des panneaux solaires, on peut produire vraiment beaucoup d'énergie au Congo qui peut être utilisée pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de réseaux, de secteurs. Par exemple, dans le secteur ménager, ça peut être utilisé sur les maisons. On peut faire des systèmes de panneaux solaires qui alimenteraient carrément une maison en électricité pour l'éclairage, ainsi de suite. L'énergie solaire peut aussi être utilisée pour des pompes à eau, pour pomper l'eau. Et ainsi on fournirait l'eau qui pourrait être réservée, qui pourrait être storée dans un réservoir ou dans un tank, dans une sorte de château d'eau, et ainsi fournir de l'eau aux gens. L'énergie solaire peut être utilisée pour beaucoup de choses. Et donc il y a un très grand potentiel au Congo. Et c'est peut-être un projet que vous pensez un jour réaliser au Congo. Oui, oui. Mais la deuxième partie, vous m'aviez demandé les avantages de l'énergie solaire. Le premier avantage, c'est que l'énergie solaire ne pollue pas. Il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de dioxyde de carbone qui s'échappe, il n'y a pas de gaz qui s'échappe de là. L'énergie solaire est très pure. Et aussi, il n'y a pas dans les panneaux solaires eux-mêmes, il n'y a pas de petits éléments qui bougent. Et ainsi donc, les panneaux solaires peuvent durer longtemps, à peu près une vingtaine d'années en moyenne. Donc, une fois que vous avez un système solaire sur votre maison, vous êtes assuré d'avoir de l'électricité pendant 20 ans. Vous voyez? Donc ça, ce sont les avantages de l'énergie solaire. Et quant à réaliser mes projets en énergie solaire, oui, nous sommes déjà sur le chemin. Nous sommes associés au centre de recherche en énergie renouvelable qui se trouve à Kinshasa. Et on travaille déjà avec ce centre. C'est une très bonne initiative. Et nous travaillons, c'est un centre qui est dirigé par M. Chabani à Kinshasa. Et donc, petit à petit, on arrive à réaliser nos objectifs. Donc, le train est déjà en marche, quoi. Lentement, mais sûrement, on y arrive. Voilà. Un des projets que vous avez réalisé, le design d'une station génératrice avec pompe à hydrogène, où en êtes-vous avec ces projets? Quelle suite comptez-vous donner à ces projets? Ah, mais Monsieur Ngoma, je suis très heureuse de vous annoncer que ce projet est achevé et ce projet marche. Nous produisons à peu près 750 grammes d'hydrogène par jour. Ce projet, non seulement le design fut fait, mais il a été installé et déjà en marche, comme je vous ai dit. Mais vous savez, l'autre part que vous n'avez pas mentionné, c'est que cet hydrogène est utilisé dans ma station génératrice d'hydrogène avec pompe à hydrogène est déjà achevée et marche. Et nous produisons actuellement 750 grammes d'hydrogène. Ici aux États-Unis? Oui, ici aux États-Unis, à l'université de Toledo, de maîtrise. C'est ça ma recherche de maîtrise. C'est un projet qui fut sponsorisé par le département de développement d'énergie des États-Unis. Et donc ce système utilise l'énergie solaire. Nous avons des panneaux solaires qui produisent 6 kilowatts. Et cette énergie solaire va donc est conditionnée avec quelques équipements. Et ensuite, il alimente ce qu'on appelle un électrolyzer, une pompe à hydrogène, qui va donc produire l'hydrogène à partir d'un procédé électrochimique. Donc, en général, c'est un système qui ne produit pas de pollution, qui est silencieux, presque, sauf pour les pompes qui compressent l'hydrogène et qui utilise donc les énergies renouvelables. Ça utilise le soleil pour produire l'hydrogène. Et l'hydrogène, en tour, est utilisé dans une voiture hybride. Ça aussi, ce fut un projet que j'ai réalisé. Au début, nous avions une voiture électrique et je l'ai rendue hybride en ajoutant une pile à combustible.
Ce qui a fait que nous avons augmenté la distance de cette voiture d'à peu près 200, plus de 240%. C'est-à-dire que quand la voiture était seulement électrique, elle marchait à partir de batteries. Nous avions des batteries de 36 volts. Cette voiture pouvait faire à peu près 42 miles. Vous pouvez faire l'équivalent en kilomètres, puisque 1 mile c'est 1,6 km. Mais une fois que j'ai installé ce système, c'est une pile à combustible, et je l'ai testé dans le lab, ensuite je l'ai installé sur la voiture et tout ça. Cette voiture maintenant peut rouler 119 miles avec des piles chargées et avec 200 grammes d'hydrogène. 200 grammes seulement d'hydrogène. Ça peut faire 119 miles. Et cet hydrogène vient de la station génératrice d'hydrogène que nous avons aussi développée. Donc voilà tout le système. C'est un petit... c'est ce qu'on appelle l'économie de l'hydrogène. C'est un modèle de l'économie d'hydrogène. On génère l'hydrogène, on la store quelque part et on l'utilise. Mais là c'est une œuvre de savants, et d'ailleurs certains compatriotes trouvent déjà que vous êtes dans cette catégorie. Est-ce que vous sentez-vous à l'aise dans cette peau de savant? Mais vous savez, le mot savant a tellement de responsabilités. Je ne m'appellerai pas savante moi-même. Vous savez, et il faut dire aussi que j'ai eu de très bons conseillers. Mon directeur d'études, c'est le professeur Stuart, professeur Tom Stuart, qui a beaucoup d'inventions en son nom. Donc j'ai été bien guidée. J'ai eu le soutien de ma famille et bien sûr il y a aussi l'intelligence personnelle, mais de là m'appeler savante, je ne sais pas. Okay. Et comme vous le savez, le Congo, notre pays, connaît de sérieux problèmes dans le secteur de l'électricité. Quel type d'infrastructure électrique peut le plus aider le Congo à résoudre ou à réduire les problèmes dans ces secteurs? Mais les problèmes que le Congo est en train de connaître en électricité, vous savez, je crois que ce sont des problèmes de gestion. Puisque, je dis cela, puisque la SNEL utilise l'hydroélectricité. Et vous savez, l'hydroélectricité, c'est considéré comme une énergie propre. Donc je ne peux que conseiller qu'on utilise les énergies propres. Et avec le fleuve Congo, nous avons un très grand potentiel d'alimenter même l'Afrique subsaharienne à partir du débit que nous avons. Le débit du fleuve Congo, c'est le deuxième après le fleuve Amazon dans le monde entier. Donc je crois pour les conseils de notre pays, les conseils en matière d'électricité pour le Congo, c'est d'abord améliorer la SNEL et les infrastructures, puisque la SNEL a été mal gérée. Je peux dire, il y a des équipements qui sont en délabrement, qui doivent être remplacés, et pas mal de choses. Mais il faut aussi promouvoir les autres énergies propres, qui sont par exemple l'énergie solaire, avoir des champs solaires. Un champ qui te produit par exemple 3 mégawatts d'électricité, qui est suffisant pour alimenter plusieurs quartiers. Donc, je crois qu'on doit pousser du côté des énergies alternatives, telles que l'énergie solaire, faire des études sur l'énergie éolienne, puisque nous avons un potentiel. L'hydroélectricité est déjà un peu utilisée avec la SNEL, mais pousser davantage l'hydroélectricité et améliorer peut-être l'infrastructure de distribution de la SNEL, car il est très commun d'avoir une ligne de transmission qui passe près d'un milieu rural, mais il n'y a pas un circuit de distribution qui va dans le village. Donc améliorer les infrastructures de distribution de la SNEL et améliorer aussi, je crois, on peut commencer à utiliser plus la biomasse. La biomasse
ce sont les énergies qui utilisent les déchets des animaux, le fumier par exemple, ou bien le compost, les déchets des herbes séchées, tout ça. Utiliser cette énergie, c'est d'une manière plus effective. On le fait d'une manière traditionnelle un peu, mais d'avoir ça d'une manière un peu plus effective. Donc je pense que nous avons déjà, vous voyez ce qui est intéressant, nous avons déjà nous avons déjà nos réponses, nous avons déjà les réponses aux problèmes que le Congo est en train de rencontrer, mais on doit exploiter ces réponses. Donc l'énergie du fleuve Congo, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et pousser les études dans les biomasses en général. La parité entre hommes et femmes en matière de scolarisation au Congo est assez alarmante, comme vous le savez. Quel conseil avez-vous pour vos sœurs restées au pays qui aimeraient faire comme vous? Le conseil que je peux donner, ce n'est que d'étudier. Oui, c'est vrai, c'est pas évident d'étudier, parce que quand vous parlez de la scolarité, vous voyez, ce sont les parents qui sont responsables de la scolarité de leurs enfants. Donc, tout d'abord, les parents doivent reconnaître qu'une femme a autant de valeur qu'un homme. Et aussi, s'il y a moyen de faire étudier les enfants, de les mettre à l'école. Et je pense qu'on doit aussi encourager au Congo, en général, on doit encourager les femmes à étudier les sciences et les maths. J'ai étudié, j'ai fait la maths physique à l'Institut Saint-François Xavier à Kikwit, Sadisana. J'ai fait la maths physique, nous étions 2 à terminer, 2 sur 18 dans notre promotion. Ensuite, quand je suis allée à l'Unity, puisque je voulais faire la polytechnique là-bas, j'ai commencé en prépo. Nous étions 6 filles dans un auditoire de 300 étudiants. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour encourager les filles à étudier les sciences et les maths. Et ça, c'est la première chose à faire. Beaucoup de gens, quand je leur disais que je faisais maths physique ou que je faisais la prépo, ils disaient « Mais toi, tu es une femme, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ça va aller dans les casseroles. » Mais il y a cette partie intellectuelle de l'être humain. On doit cultiver son cerveau. Ça fait partie de l'être. Et peut-être que dans le futur, on peut travailler et nourrir sa famille à partir du métier qui vient des sciences ou des maths. Donc je pense qu'il faut toujours encourager les filles à étudier les sciences et les maths. C'est un problème sérieux. Et un autre aspect, c'est la qualité de l'enseignement dans notre pays. Là, je parle là de l'enseignement technique. Est-ce que si vous aviez étudié au pays, vous serez en mesure de faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Bon, vous savez, vous avez touché un très bon point. La qualité de l'enseignement technique. Cela comprend la technologie, c'est-à-dire les institutions d'enseignement doivent avoir la technologie appropriée, doivent être à jour. Quand j'étais à l'Unikin en 98, c'est l'année où ils ont ouvert un cybercafé à l'Unikin. Vous voyez déjà que sur le point technologique, il y avait un retard. Mais tout ça, vous savez, il faut avoir des fonds, des financements. Et tout ça, c'est la gestion. Et par gestion, on entend aussi éviter les corruptions. Donc c'est tout un système. Il y a pas mal à faire, mais c'est faisable petit à petit. On peut commencer par améliorer la qualité et donc la technologie et être sûr que les enseignants sont satisfaits et fiers de leur travail afin qu'ils puissent bien enseigner et que les étudiants puissent bénéficier de tout cela. Et même une fois qu'ils peuvent enseigner, il faut avoir des organismes qui peuvent sponsoriser de tels projets. Je ne vous cacherai pas que les projets que j'ai faits, ça demande beaucoup de financement. Ici aux États-Unis, ça serait bien si au Congo on était en mesure d'avoir des organismes qui font la promotion des projets
Des projets de recherche. Oui, des projets de recherche, exactement. Je me demande si ces organismes existent chez nous. J'ai vu beaucoup d'étudiants se lancer dans des bonnes recherches, des recherches de qualité, mais sans fonds. Et quelque part, ces projets disparaissent comme ça. Et je me demande ce qui peut être fait. Vous, quel conseil vous avez pour les autorités ou les chercheurs ou ceux-là qui gèrent les organismes qui peuvent financer le projet de recherche? Tout ce que je peux dire, c'est d'abord, il faut multiplier ces organismes qui financent des projets de recherche. Et il faut savoir que, vous savez, le peuple congolais, c'est un peuple intelligent. Et donc, je pense qu'il faut multiplier ces organismes qui financent les projets de recherche, mais il faut aussi surveiller le processus par lequel ces financements sont donnés. Quels sont les critères pour financer les projets? Tout ça, ce sont des points à considérer. Vous savez, je ne vous cacherai pas que quelquefois, certains favorisent leur famille au lieu de favoriser la compétence. Donc, s'il y a un financement pour une recherche, ils vont mettre leurs cousins ou leurs neveux au lieu de mettre les gens qui sont compétents. Et ça, c'est un problème déplorable. Vous savez, il n'y a pas de problème si le neveu est compétent. Si le neveu est dans le domaine et compétent, ok. Mais si le neveu n'est pas compétent, là, autant le donner ce financement à quelqu'un de compétent. Donc, c'est un problème déjà de mentalité, vous voyez. Et il faudrait aussi que les dirigeants de chez nous puissent encourager des recherches en créant des laboratoires d'études, des laboratoires de recherche. Ça, c'est quelque chose qui doit venir d'abord du gouvernement congolais. Il faut aussi assurer que le système de sélection des étudiants est bien fait. Comme je vous ai dit, le système que j'ai eu la chance de faire ici aux États-Unis a été financé par le gouvernement américain. C'est le département d'énergie et le département de développement de l'État d'Ohio. Ce sont des organismes du gouvernement américain. Donc ça serait bien si au Congo, on pouvait avoir de tels organismes qui soient bien dirigés afin que les fonds arrivent aux personnes qui en ont besoin et qui peuvent faire des bonnes recherches qui, à la fin, profiteront à tout le peuple congolais. Ce ne sont pas des recherches qui vont profiter à l'individu, mais il faut voir les recherches comme un bien qui bénéficie à tout un peuple. Et je pense que si on pense de cette manière, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Au bien public, si on pense au bien public, au lieu du bien privé, je pense qu'on peut résoudre déjà beaucoup de problèmes. Nous nous acheminons vers la fin de cette émission, mais j'ai deux petites questions, 2 ou 3 si vous le permettez. Vous avez été à la faculté de Polytechnique à l'université de Kinshasa. Pouvez-vous faire une comparaison entre ce que vous avez vu là et ce que vous voyez ou ce que vous avez vu à l'université de Toledo à Ohio? La première comparaison que je peux faire, c'est le nombre d'étudiants dans un auditoire. Comme je vous ai dit, nous étions 300 étudiants dans un seul auditoire qui était fermé. Les fenêtres étaient fermées, condamnées, pas de conditionnement d'air, pas d'électricité. Et il fallait écouter le professeur qui parlait sans micro. Donc je pense qu'encore là, ce sont les technologies, les infrastructures. Je pense que l'UNIKIN a vraiment besoin d'être réfectionné. Moi, ça me fait mal chaque fois que je vois des photos qui montrent l'état déplorable de l'université de Kinshasa. L'ancienne université de l'Ovanium, qui attirait des étrangers à venir étudier. Là, donc je pense que la première chose, c'est vraiment réhabiliter les infrastructures d'enseignement au Congo. Et il y avait combien d'étudiants, il y a combien d'étudiants dans chaque salle de classe à Toledo? Ici, à Toledo, vous voyez, ça dépend de la salle, mais si je compare à l'auditoire de Kinshasa,
la dimension de l'auditoire de l'UNIKIL, je peux dire qu'il y aurait peut-être une centaine, hein, une centaine, peut-être 80, oui, je peux dire 80 étudiants dans un auditoire. Ici à l'Université de Toledo, il y a de l'électricité et on projette, les leçons sont projetées sur un écran, donc on peut bien écrire, on peut bien prendre note. Le professeur a un micro, il y a des écouteurs, donc partout dans l'auditoire on entend. Il y a le conditionnement d'air s'il fait chaud, bien le chauffage quand il fait froid. Et tout le monde est bien assis. Et quand vous êtes assis, vous avez assez d'espace pour étendre votre bras presque. Donc vous êtes déjà dans de bonnes conditions pour étudier, vous pouvez bien vous concentrer. Et le professeur est toujours disponible à répondre à vos questions aussi. Et je pense que pour les infrastructures d'enseignement au Congo, on doit mettre à Kinshasa, ou je veux dire au Congo en général, un système de bourse. Ça, c'est un élément important, un système de bourse. Et le problème que nous avons aussi au Congo, c'est que les universités sont politisées. On doit enlever la politique des universités afin que les étudiants puissent en bénéficier. Et un grand problème qui m'a choqué, c'est que nous ne pouvons pas comparer la bibliothèque que nous avons ici. Nous avons un bâtiment de 5 étages qui constitue la bibliothèque ici à l'Université de Toledo. 5 étages, plein de livres. Et si tu ne trouves pas le livre dont tu as besoin dans cette bibliothèque, tu peux chercher ce livre partout dans l'État d'Ohio et ça viendra d'une autre université. Donc il y a toujours moyen d'avoir accès aux ressources dont tu as besoin. Et les ordinateurs sont disponibles partout, c'est gratuit. Et tu peux toujours avoir accès à des ordinateurs. Donc le système d'infrastructure d'information dans l'université aussi doit être amélioré. On doit vraiment créer une bibliothèque qui est à jour à l'université de Kinshasa et avoir plus d'ordinateurs qui sont disponibles partout. Et si possible un réseau d'Internet sans fil, quoi. Comme ici, partout tu es à l'université, si tu as un laptop, un ordinateur portable, tu peux avoir l'Internet. Mais bien sûr, on a encore quelques étapes à faire avant que les étudiants puissent avoir leur propre ordinateur portable au Congo, mais de toute façon, on doit se préparer dans ce domaine-là, dans ce sens d'améliorer la technologie, les bibliothèques et augmenter les bourses ou les sources de financement pour les étudiants. Et nous tirons parfois des savants au niveau de notre pays à cause des conditions de travail. Parce que je ne pense pas que quand vous étiez à l'UNIKIL, les hommes trouvaient que vous étiez aussi intelligente que vous venez d'en faire preuve ici aux États-Unis. Pensez-vous que les gens vous trouvaient que vous étiez vraiment à votre place à l'université de Kinshasa, la Polytechnique par exemple? Non, vous voyez, je peux dire que à la Polytechnique, je peux dire en général, au Congo, l'expérience que j'ai eue quand je disais que j'étudiais les maths physiques, ou bien que je faisais la Polytechnique, c'est une expérience, je crois, un peu culturelle, je peux dire. Les gens disaient, ah, mais tu es une femme, pourquoi tu étudies tout ça? Pourquoi tu étudies les choses compliquées? Tu vois, comme si ça ne servait à rien pour une femme d'utiliser son cerveau dans ce sens. Et je pense que ça, c'est plus la mentalité. Vous voyez? Oui, je pense que c'est plus la mentalité, puisqu'ici, les États-Unis, de par leur histoire, s'est établi comme un pays qui promouvoit déjà les droits de l'individu. Alors, vous voyez, pendant le mouvement des droits civils, dans les années 50, il y a eu la lutte pour que les gens de couleur, les femmes, puissent revendiquer leurs droits. C'est ainsi qu'ici, quand j'étais ici, je ne pense pas que je fus victime du sexisme. Je ne pense pas que... en tout cas, il n'y a personne qui m'a dit que tu es une femme, tu ne peux pas faire le génie électrique. Hein. Ça, j'ai jamais eu ce cas. Vous voyez, donc, on reconnaît les compétences intellectuelles des individus. Et je pense que c'est ce qu'on doit faire un effort dans ce sens au Congo, en général, dans la mentalité. Je parlerai plus de la mentalité. Savoir qu'une femme peut être tout aussi intelligente qu'un homme.
D'ailleurs, quand j'avais terminé en 98, j'étais la première, j'étais la lauréate pour la province de Bandundu. Oui, quand j'avais fait les examens d'État. Mais vous n'êtes pas du Bandundu. Qu'est-ce que vous entendez par être d'un endroit? Disons, être de cette région-là. Les noms que vous portez semblent être du Kasaï. Oui, j'ai des origines au Kasaï, mais j'ai vécu au Bandundu pendant longtemps. Ah, ok. Donc vous voyez, je suis congolaise, je me définis comme congolaise. Oui. J'ai vécu au Bandundu, j'ai vécu à Kinshasa, mais je suis du Kasaï. Et mon mari est du Kivu. Du Kivu. Vous voyez, je suis congolaise, je me définis comme étant congolaise. Et aujourd'hui, vous êtes devenu citoyen du monde. Voilà, exactement, c'est comme ça que je me définis comme étant citoyenne du monde, puisque j'ai vécu dans plusieurs pays africains, plusieurs pays européens, et maintenant ici aux États-Unis, en Amérique. Donc, je suis vraiment citoyenne du monde. Là, si vous pouvez un peu faire un petit commentaire sur le rapport qu'il y a entre étudiants et professeurs. J'ai trouvé qu'au niveau du pays, les profs est trop strict. Un prof qui travaille avec un étudiant, mais les rapports, ce n'est pas comme ici. Ici, c'est amical. De l'autre côté, c'est vraiment paternaliste. Est-ce que vous avez eu la même expérience? Oui, ce que vous dites est correct, vous savez. Et je pense que chez nous, au Congo, du moins à l'UNITIN, quand j'étudiais là, le professeur est distant. Il est très distant des étudiants. Le professeur est au-dessus, les étudiants sont en bas. Les étudiants doivent écouter ce que le prof dit et ne doivent pas nécessairement poser des questions qui mettent en question ce que le professeur dit. Et tandis qu'ici, et je ne me rappelle même pas s'il y avait des heures de bureau, donc si par exemple vous avez une question à poser, vous pouvez aller voir le prof à son bureau, je ne me rappelle même pas de ça, à Kinshasa. Mais ici, aux États-Unis, ou du moins à l'université de Toledo, d'abord il y a un dialogue avec le professeur. Le professeur enseigne, mais il y a un dialogue, vous pouvez poser des questions et donner vos arguments. Et le professeur est disponible, il est disponible dans son office pendant certaines heures. Donc si vous ne comprenez pas en classe ou quoi, vous pouvez aller le voir, ou bien vous pouvez lui écrire un message électronique, ou vous pouvez l'appeler au téléphone. Il va répondre. Et le rapport, pour moi, je trouve que ce rapport respecte plus l'étudiant. Vous avez Oui, touché ce sont des relations différentes. Vous avez touché au mot-clé, le respect de l'étudiant. J'ai visité le pays et j'ai vu qu'il y avait soutenance des mémoires dans une université de Kinshasa. La soutenance était prévue pour 9 h du matin et jusqu'à 12 h, le professeur n'était pas là. Et quand ils sont arrivés après 12 h, ils n'ont même pas pris la peine de s'excuser pour être arrivés en retard. Ils étaient plus en train de gueuler sur les étudiants qui voulaient savoir pourquoi ils étaient en retard. Oui, vous voyez, ça c'est dommage, oui, il faut respecter la personne humaine. Le respect de la personne humaine est très important. Okay. Et pour clore notre émission, pensez-vous retourner travailler au Congo un jour? Mais bien sûr, Monsieur Ngoma. Le Congo m'a inspiré, comme je vous dis, mon goal, c'est qu'un jour, je puisse diriger une compagnie qui fournisse et produise l'énergie ou l'électricité au Congo. En tout cas, merci beaucoup pour avoir accepté de répondre à nos questions. Madame Sandrine Ngalula Mubenga, vous êtes basée à l'État de Ohio, ici aux États-Unis, et vous représentez vraiment la femme congolaise, la femme africaine et la femme du monde en général. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Monsieur Ngoma. Ce fut un honneur d'avoir été interviewé par vous. Merci beaucoup. Merci. Nayo
sekine nayoki bakomi kokima bongoko ya Afrika na basi ya mboka na biso soki amoni pali achange moyinda kobota mondele ayebi kobo